Alors, rebonjour à tous. Comme je vous ai déjà dit, cette séance sera répartie sur deux parties. Nous allons commencer par une heure, disons, ou une heure et quart de cours, et puis on va passer la parole à Henrik pour nous présenter ces deux exemples sur le diagramme Ishikawa et la méthode 5M, et sur un exemple de maintenance préventive conditionnelle. Pour la partie du cours, nous avons terminé une grande partie sur les concepts généraux et les enjeux de la maintenance industrielle. Et pour cette partie, à partir de cette séance, on va commencer une partie sur les défaillances, leur description, leur catégorisation et la méthodologie de l'analyse. Pour cette troisième séance, nous allons mettre l'accent surtout sur des définitions en relation avec les défaillances, et on va voir comment mettre en famille ou comment catégoriser les défaillances. Je vais commencer tout d'abord par un petit rappel sur les notions que nous avons déjà eues, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. Alors, nous avons commencé par définir ou proposer une définition de ce qu'on a appelé maintenance en particulier industrielle. Et nous avons dit qu'il faut préciser qu'on parle d'une maintenance industrielle parce qu'il y a d'autres types de maintenance, à savoir la matériovigilance pour le domaine médical et la maintenance informatique pour les ordinateurs. Et encore, on a cité l'exemple des équipements électroniques. Donc, ces types de maintenance sont des types particuliers de maintenance. Nous allons nous intéresser à ce qu'on appelait la maintenance industrielle, c'est-à-dire des équipements électromécaniques dans des entreprises, en particulier manufacturières, ou des parties, des équipements pour les entreprises, des installations, pardon, pour les entreprises industrielles. Qu'est-ce qu'on a appelé maintenance industrielle? Donc, c'est l'ensemble d'activités qui peuvent être techniques et managériales, voilà, qui doivent être les deux d'ailleurs, techniques et managériales, qui ont pour objectif de maintenir un bon fonctionnement si ce bon fonctionnement a été perdu, ou bien maintenir un bon fonctionnement si on a un bon fonctionnement et rétablir le bon fonctionnement en cas de ce qu'on a appelé défaillance. La mission du service maintenance peut être décrite sur trois plans. Sur le plan technique, économique et sociétal ou social. Sur le plan économique, la mission du service maintenance est surtout d'accroître ce qu'on a appelé la durée de vie. J'ai dit sur le plan technique. Oui, sur le plan technique, c'est d'accroître la durée de vie et d'augmenter la disponibilité des équipements. Sur le plan économique, c'est de minimiser le coût de défaillance, surtout le coût direct de défaillance si on a une défaillance, et les coûts directs et indirects des interventions pour la maintenance préventive et corrective. Et sur le plan sociétal, c'est surtout accroître l'esprit de travail en groupe et minimisation du risque d'accident en maintenant à un niveau élevé ou à un bon niveau de fonctionnement des équipements. Cette mission, voilà, ces trois missions sont réalisées grâce à trois fonctions interdépendantes. Ces fonctions sont dans l'ordre chronologique, bien sûr, la fonction bureau et méthode, la fonction ordonnancement et la fonction réalisation ou exécution. Chaque fonction nécessite des compétences ou des qualifications bien déterminées des agents qui vont intervenir. Commençons par le dernier maillon, la réalisation. Ça nécessite des compétences techniques uniquement. Pour la fonction ordonnancement, ça peut être, ou dans le cas général, cette fonction est réalisée par ce qu'on appelle un technicien d'intervention qui a généralement des compétences techniques et des compétences théoriques ou de management. Et cet agent d'intervention, il a la possibilité de prendre des décisions. Pour la troisième fonction,
c'est la fonction d'agent d'intervention qui a en plus des connaissances techniques, des connaissances managériales, il a la possibilité de prendre des décisions financières telles que les recrutements, les licenciements, l'achat de moyens d'intervention, etc. Donc, mission, fonction et qualification des agents intervenants sont trois paramètres très liés. On a fini la première séance par un exemple de communication qu'on a présenté entre le service production et le service maintenance. Oui? Madame, vous êtes en train de balayer entre les diapos. Là. Je suis en train de vous rappeler ce que nous avons déjà vu. D'accord. D'accord? Merci pour la présentation. Donc, si vous avez besoin des détails, vous pouvez voir les présentations. juste ça, merci pour la présentation. Merci, Amine. Merci. Non, c'est juste, je vous rappelle rapidement, quelques minutes pour vous rappeler que nous avons fait de communication. D'accord, merci. Donc, j'étais à l'exemple de communication. Donc, je vous ai présenté un exemple de communication, comme je vous ai dit, entre le service production et le service maintenance. Et nous avons présenté quelques documents qui peuvent être utilisés pour illustrer ce qu'on a appelé le flux d'informations au sein des deux services maintenance et production, principalement le service maintenance. Pour la deuxième séance, nous avons discuté les différents types de maintenance et nous avons surtout dit qu'on a trois principaux types qui sont correctifs, préventifs et amélioratifs. On commence par l'amélioratif qui est un type qui n'est pas très appliqué ou qui n'est pas appliqué dans toutes les entreprises vu que c'est un type de maintenance qui nécessite des compétences particulières et des investissements assez lourds. C'est par exemple les reconstructions, la modernisation, l'automatisation, etc. Pour les deux autres types, ce qu'on a dit sur le type de maintenance corrective, on a dit que c'est une attitude passive qui consiste à attendre la défaillance et puis rétablir le bon fonctionnement. Donc, ce sont des opérations de maintenance qui ont lieu après défaillance. Et on a cité deux opérations principales pour ce type de maintenance corrective qui sont le dépannage, et on appelle dans ce cas la maintenance corrective comme maintenance palliative, et la réparation, c'est la maintenance curative. Et la différence entre ces deux opérations, c'est que la maintenance palliative ou le dépannage, c'est pour courte durée, et la réparation, c'est une réparation définitive. Pour la maintenance préventive, c'est une maintenance qui a lieu avant défaillance dans l'objectif de réduire la probabilité de défaillance. Et pour ce type aussi, nous avons deux principaux sous-types, si vous voulez, deux principaux éléments, voilà, deux sous-types de maintenance préventive qui sont la maintenance préventive systématique qui se fait selon un échéancier ou un nombre d'unités d'usage, et le deuxième type, c'est la maintenance conditionnelle qui a lieu selon quoi? L'état du bien, selon l'état du bien. C'est-à-dire, on contrôle l'état du bien et lorsqu'on atteint un certain seuil, on intervient. Et Henrik va, à la fin de la séance, nous présenter un exemple de maintenance préventive conditionnelle. Nous avons aussi discuté les niveaux de maintenance et nous avons dit que on peut définir 5 ou 3 niveaux de maintenance selon la politique de l'entreprise, et ces niveaux dépendent de la profondeur de l'intervention, du coût de l'intervention, de la qualification recommandée des intervenants et des moyens et outils utilisés pour cette intervention. Nous avons fini la deuxième séance par présenter comment on peut définir une politique de maintenance. Et nous avons dit qu'il y a principalement 3 éléments. Le premier élément, c'est la définition de ce qu'on a appelé le parc matériel. Nous avons discuté le parc matériel, je vous rappelle, pendant la première séance. Un parc matériel du service maintenance peut être formé ou bien des 3 éléments suivants, ou bien de l'un, ou bien de 2 éléments qui sont le matériel de production,
le matériel périphérique à la production et les installations ou l'infrastructure. Matériel de production, c'est-à-dire le matériel qui participe à la valeur ajoutée de la fonction principale. Périphérique à la production, c'est-à-dire le matériel utilisé pour les fonctions qui vont influer la réalisation ou la fabrication du bien sans être inclus dans la fonction principale. Et l'infrastructure ou les installations, ça peut être l'éclairage, ça peut être le chauffage, la climatisation ou autre. Donc, le service maintenance peut s'intéresser ou bien à ces trois éléments, ou bien à l'un de ces éléments, ou bien à deux éléments parmi ces trois. Deuxième élément de la politique de maintenance, c'est définir ce qu'on a appelé l'horizon de décision. C'est-à-dire quoi l'horizon de décision? C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre des décisions en relation toujours avec la maintenance sur le long, le moyen ou le court terme, c'est-à-dire des décisions stratégiques, tactiques ou opérationnelles. Il faut définir dès le début l'objectif ou les objectifs du service maintenance. Troisième et dernier élément de la politique de maintenance consiste à répondre à 4 questions. Ces 4 questions sont les suivantes. Déjà, on a parlé de l'horizon, c'est une première question. La deuxième question, c'est on va décider qu'est-ce qu'on va sous-traiter et qu'est-ce qu'on va faire en interne. On a discuté les avantages et les inconvénients de chaque choix. Troisième question, c'est quelles sont les opérations qui vont être, ou les niveaux qui vont être centralisés. Est-ce qu'on va avoir des, je me concentre un peu. Est-ce qu'on va avoir une maintenance centralisée ou une maintenance décentralisée? On a aussi discuté les avantages et les inconvénients de chaque choix. Et la dernière décision pour définir une politique de maintenance, c'est la décision de stocker ou pas dans un premier temps. Et si on décide de stocker, qu'est-ce qu'on va stocker et comment on va gérer le flux de stockage. Donc, voilà ce que nous avons vu dans la première partie du cours qu'on a appelé, à titre indicatif, les concepts et les enjeux de la maintenance industrielle. La deuxième partie, comme je vous ai dit, ça sera consacré pour les défaillances. Dans la première partie, nous avons commencé une méthode d'analyse de défaillance qu'on a appelée l'Ishikawa. On va avoir un exemple à la fin de la séance, mais la théorie du diagramme d'Ishikawa est la suivante. Vous commencez par mettre l'effet ou la cause ou encore la défaillance en tête de poisson. Donc, on peut représenter la flèche, remplacer la flèche par une tête de poisson. Et par la suite, on va analyser les causes qui peuvent aboutir à cet effet-là. Donc, le diagramme cause-effet ou le diagramme de poisson consiste à représenter les arêtes de poisson comme support de l'analyse. Dans ces arêtes, vous pouvez mettre les différentes parties de l'équipement. Vous pouvez mettre les fonctions et vous pouvez coupler le diagramme Ishikawa à la méthode 5M. Et dans ce cas, dans chaque arête de poisson, vous mettez l'un des M. Dans l'exemple, on a choisi 5M, mais vous pouvez citer 6 ou 7M. Moi, je me rappelle qu'il y a quelqu'un de votre classe qui a proposé le 9M et je lui ai demandé de nous décrire ces 9M-là. Donc, s'il est présent, qu'il nous décrit les 9M qu'il a proposés. Donc, pour l'exemple que j'ai choisi 5M, matière, main-d'œuvre, matériel, méthode et milieu. Et, Madame, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai choisi un exemple avec 5M. Mais vous pouvez choisir par exemple 3M, vous pouvez choisir 5. Vous pouvez ajouter, comme tu as dit, management et le financement, les ressources financières. Oui, on peut choisir les 7M aussi. Et ce sera une analyse plus détaillée. Oui, ça sera une analyse plus détaillée, oui. Mais dans l'exemple, j'ai choisi 5M. Le plus rigoureux, c'est de choisir 7M, bien sûr. Merci. D'accord? Donc, pour les 5M, chaque M va être analysé pour définir des causes. Les causes liées à chaque M sont les suivantes. Donc,
Pour le premier M, matière, ce sont des causes qui sont liées aux produits utilisés. Ça peut être matière première ou consommable, par exemple. Pour la main-d'œuvre, ce sont des problèmes liés aux compétences des intervenants, à l'organisation de la gestion des intervenants aussi ou au management. Pour le M de matériel, ce sont des causes relatives au matériel, aux équipements ou aux outillages. Pour les méthodes, ce sont des causes liées aux procédures et au mode opératoire. Et pour le M du milieu, ce sont des causes liées à l'environnement, que ce soit physique, tel que les bruits et le poussière, ou l'ambiance de travail, par exemple, ou encore les contacts avec l'extérieur, c'est-à-dire les relations avec l'extérieur. Ces causes qu'on a définies pour chaque M peuvent être analysées davantage, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 2 ou 3 niveaux d'analyse. Par exemple, si on a repéré pour la main-d'œuvre, par exemple, le problème d'absentéisme, c'est le premier niveau. Si on cherche pourquoi on a cet absentéisme ou on a un taux important d'absentéisme, ce sera un deuxième niveau, c'est-à-dire la flèche ici, si on écrit absentéisme, va être analysée davantage pour avoir pourquoi cet absentéisme-là, etc. On peut avoir jusqu'à, comme je vous ai dit, jusqu'à 3 niveaux d'analyse. Comment on détermine ces causes maintenant? On peut les déterminer par ce qu'on appelle des réunions de brainstorming, de collecte d'idées ou de collecte de propositions de causes. Et ce qui a cité, ce qui est important à considérer, c'est que ce niveau d'analyse est un premier niveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les causes qu'on a déterminées à partir de la combinaison, dans ce cas, de diagramme d'Ishikawa avec la méthode de 5M dans l'exemple, va être par la suite, chaque cause doit être analysée par une méthode d'analyse de cause. Vous allez voir au cours de vos cours de cette année et de l'année prochaine quelques méthodes d'analyse, à savoir le tableau de cause-effet, les 5 pourquoi, la méthode d'analyse de défaillance, etc. Donc, l'Ishikawa et les 5M, c'est une première étape d'analyse qui doit être approfondie par une autre méthode d'analyse des causes. Je vous cite quelques exemples de méthodes d'analyse, hein, et il y en a d'autres. Pour l'objectif de cette séance maintenant, les défaillances et les méthodologies d'analyse. On va voir 3 grandes parties. La première partie, c'est une partie sur les définitions et les vocabulaires liés à l'analyse de défaillances. Deuxième partie sur la mise en famille de ces défaillances-là. Et la troisième partie sur quelques méthodes et outils d'analyse quantitative et qualitative de défaillance. On va commencer par quelques définitions et vocabulaire. Nous avons déjà cité quelques définitions et je vous demande, s'il vous plaît, de répondre à quelques questions que je vais poser au fur et à mesure. Alors, commençons par les définitions et les vocabulaires liés à l'analyse de défaillance. Si je vous pose la question que normalement vous pouvez y répondre, qu'est-ce qu'une défaillance? Qu'est-ce qu'on a appelé défaillance? Qui peut répondre? Panne. Ah, Faiblesse. surtout pas panne. Faiblesse. Problème, oui. Faiblesse, oui. Oui, Une défaillance, c'est-à-dire une tâche n'est pas aboutie. Il y a des problèmes. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, mais Capacité. ça peut être un petit exemple. Donnez-moi un exemple de défaillance. Défaut, madame. On va voir la différence entre défaillance et défaut tout à l'heure. Défaillance d'un système de sécurité, مثلا. Réellement, qu'est-ce qui peut y avoir sur le système de sécurité pour dire qu'il est défaillant? C'est un très bon exemple, le système de sécurité. Qu'est-ce qui peut arriver sur un système de sécurité? C'est de fonctionner brusquement. Si ce système est déclenché brusquement, sans incitation, il est défaillant, bien qu'il est fonctionnel. Mais il n'est pas fonctionnel. Vous me rappelez par la suite, on va revenir au système de sécurité. C'est un très bon exemple. Donc, si un système de sécurité est déclenché sans danger, c'est qu'il y a une défaillance. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin, il n'y a pas de raison pour que le système de sécurité soit déclenché,
mais il est quand même déclenché. D'accord? Je produit, mais quand même, la qualité n'est pas conforme à ce que j'ai planifié. Donc, la défaillance n'est pas forcément une panne, parce que, on va voir par la suite, la panne, c'est le fait d'avoir un système non fonctionnel. Donc, si on veut définir la défaillance, on peut la définir selon NF pour dire quoi, Tra? NF? Norme? Norme française. Norme française. La C'est la FNOR, FNAR. non? C'est la FNAR. Ouais. Selon la norme française, une altération ou une cessation, un arrêt du bien à accomplir ce qu'on a appelé la fonction requise. C'est-à-dire qu'il y a au moins une condition du bon fonctionnement qui n'est pas respectée. D'accord? Donc, c'est un arrêt, c'est une altération du bien à accomplir la fonction pour laquelle il a été acquis. Donc, s'il vous plaît, surtout pas, lorsqu'on vous demande qu'est-ce qu'une défaillance, surtout pas panne. Parce que la panne, c'est un cas particulier de défaillance. D'accord? Deuxième définition, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on peut appeler cause de défaillance? Cause, tout simplement. Il a engendré le. Donc, qu'est-ce qui a, très bien, ça peut être, qu'est-ce qui a engendré cette défaillance-là? Ce sont des circonstances qui ont abouti à cette défaillance. Oui, Amine. Oui, j'ai répondu que Mohamed David, tu as quelque chose à ajouter? Je veux dire que c'est le facteur qui a engendré la défaillance. Oui, ce sont des facteurs qui ont abouti ou qui ont engendré la défaillance. Ce sont des circonstances qui peuvent être liées ou bien à la conception du bien, ou bien à la fabrication, ou bien à l'installation, ou encore à l'utilisation et la maintenance. Donc, les quatre parties, il faut toujours se rappeler de ces quatre. Ces quatre, qu'est-ce qu'on appelle ces quatre étapes? Ce sont les défauts. La mange des défauts. Conception, fabrication, installation et utilisation. Comment on appelle ces quatre étapes? Ce sont les phases du cycle de vie d'un bien. Donc, un bien, ça commence par la conception. Pardon, je vais juste arrêter le micro pour 30 secondes. Je m'excuse juste, il y a un bruit. Hein. Alors, on reprend. Donc, la conception, la fabrication, l'installation et l'utilisation, ce sont les quatre phases de la durée de vie ou du cycle de vie d'un bien. Si on veut chercher une cause de défaillance, cette cause peut être liée à l'une de ces quatre phases. D'accord? On va revenir aux causes par la suite. Qu'est-ce qu'on appelle mécanisme de défaillance maintenant? Ce sont les processus qui ont abouti à cette défaillance. Ces processus peuvent être principalement ou bien des processus physiques ou bien chimiques. Qu'est-ce qu'on appelle mode de défaillance maintenant? C'est comment on s'est aperçu qu'il y a une défaillance, c'est-à-dire comment cette défaillance s'est manifestée. On va revenir au mode de défaillance aussi. On va revenir sur les causes et sur les modes de défaillance. Juste maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous arrivez à faire la différence entre ces différentes définitions, ces différents concepts. Pour la dégradation, qu'est-ce qu'on appelle dégradation? C'est le mot-clé, c'est une évolution surtout irréversible. C'est-à-dire, si, par exemple, j'ai une lampe grillée et je remplace cette lampe-là, est-ce qu'on peut parler de dégradation? Non. Non, parce qu'on va rétablir le bon fonctionnement à 100% comme avant la défaillance. Donc, on appelle dégradation toute évolution irréversible de caractéristiques. C'est principalement lié aux équipements mécaniques. D'accord? Le 2 au Comment?
l'usure des pièces. Ça peut être dû à l'usure, ça peut être dû, par exemple, à quoi d'autre? Des remplacements qui n'ont pas été bien faits, ça peut être des interventions qui ne sont pas dans les normes, etc. D'accord? Et ça peut être une dégradation normale selon la durée de vie. Donc, à l'étape de vieillissement, c'est-à-dire à la fin de la durée de vie des équipements, on aura des dégradations qui sont normales. Ce sont liées à l'évolution normale du cycle de vie. D'accord? Maintenant, vous allez me proposer une différence entre défaut, défaillance et panne. Bon, défaillance et panne, on ne va pas revenir à cette définition. On a beaucoup discuté ça. Alors, rapidement, qui peut me donner la différence entre défaillance et panne, juste pour rappel, rapidement. Défaillance et panne. Personne? Amine, hein? Essaye de donner la différence entre défaillance et Madame, le panne, c'est-à-dire le système ne peut pas compléter, il s'est arrêté tout d'un coup et il ne se répond pas. Il s'est arrêté tout d'un coup, elle a progressivement, peu importe. L'essentiel, le système ne fonctionne plus. Donc, la panne, c'est un cas particulier de défaillance où le système est en dysfonctionnement complet. Madame, معناها défaillance تزكى. Défaillance, on peut récupérer la panne. Même après la panne, on peut récupérer le bon fonctionnement. La défaillance, c'est le fait que le bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement du bien. Madame, c'est un passage d'un état de fonctionnement normal à anormal, معناها pas. Le panne, La la défaillance, oui, la défaillance, ça peut être un passage d'un état normal à un état de fonctionnement dégradé ou bien encore d'un fonctionnement dégradé vers une panne. Donc, la panne, c'est un état de dysfonctionnement. Donc, la panne, c'est un cas particulier de défaillance. La défaillance, donc, c'est-à-dire quoi? Vous répondez par vrai ou faux. Un système défaillant est forcément en panne. Est-ce que c'est vrai? Non, Non. C'est pas vrai. L'inverse, un système en panne est forcément défaillant. Oui, donc un système en panne est forcément défaillant. Un système défaillant peut ne pas être en panne. D'accord? Donc, je vous ai dit qu'il faut retenir au moins cette définition. Pour défaut maintenant, on a dit un défaut, il est lié à un produit. Donc, si on considère l'équipement comme produit et on compare l'état de ce produit-là par rapport à un cahier de charge, on dit qu'il y a un défaut et non pas une défaillance. Donc, le défaut, c'est un écart entre une caractéristique observée et une caractéristique de référence. Ça peut être le dossier technique ou le cahier de charge, par exemple. De conformité, madame. Voilà, c'est une non-conformité par rapport à une référence en considérant l'équipement comme produit, pas comme un outil de travail. Donc, le résultat, le produit n'est pas conforme, c'est-à-dire un produit… un défaut qualité. Un défaut qualité. Très bien, un défaut qualité. Lorsqu'on parle de défaillance, on parle d'un défaut de fonctionnement lié à la production ou à la maintenance. D'accord? Parfois, on considère que défaut et défaillance ont le même sens, mais réellement, ce n'est pas vrai. On parle de défaut lorsqu'on parle de produit, la qualité du produit, c'est-à-dire la conformité de la caractéristique observée par rapport à une référence. Et on parle de défaillance lorsqu'on parle du fonctionnement ou de l'accomplissement de la fonction requise. Pour la panne, c'est l'inaptitude de fonctionnement. On a déjà discuté ça. D'accord? Vous voyez la différence entre ces trois termes? Oui, d'accord. D'accord, merci. On va passer maintenant à une catégorisation ou à une mise en famille de différentes défaillances. Comment on peut catégoriser ces défaillances-là? Il y a 7 critères
je vais vous proposer cette critère, mais il y en a certainement d'autres, mais je vais vous proposer cette critère pour catégoriser les défaillances en famille. On va commencer par les causes. La cause, c'est quoi? C'est toute circonstance liée au bien à quoi? C'est toute circonstance qui aboutit à la défaillance et cette circonstance peut être liée à quoi? Aux différentes phases du cycle de vie d'un équipement. Qui sont quoi ces différentes phases? Conception, fabrication, installation, et installation. oui, très bien, merci Mohamed Amin. Donc c'est conception, fabrication, installation, utilisation et maintenance. B. Les causes peuvent être catégorisées en deux familles. Des causes dites extrinsèques et des causes intrinsèques. On parle de cause intrinsèque si la cause est inerte à l'équipement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle est liée au bien, à sa conception, à sa fabrication et parfois à l'installation. Donc, si on a une cause liée au système lui-même, on parle de cause intrinsèque ou interne. Si la défaillance est causée par l'utilisation, par une fausse manœuvre, par exemple, on parle de cause extrinsèque, c'est-à-dire une cause externe au système étudié. D'accord? Donc, cause intrinsèque, c'est-à-dire liée au système, à sa conception, fabrication, et on peut considérer l'installation aussi. Une cause extrinsèque, donc qu'est-ce qui reste pour la durée de vie de l'équipement? C'est lié à une mauvaise maintenance ou elle a une mauvaise utilisation. Ce sont des causes extrinsèques dans ce cas. Donc, demain, une catégorisation entre causes intrinsèques et causes extrinsèques. Et on peut aussi catégoriser les causes par une défaillance première ou une défaillance secondaire. Les défaillances premières, ce sont des défaillances qui sont directement liées au système étudié. Les défaillances secondaires, ce sont des conséquences d'autres défaillances. Par exemple, si on reprend l'exemple de la dernière séance, de l'arrêt de production qui a été dû à une coupure de courant. Si on considère que la coupure de courant est une défaillance, l'arrêt de production devient une défaillance secondaire. Seconde ou la secondaire. Donc, si on considère que la coupure de courant est une défaillance, l'arrêt de production devient une défaillance secondaire. Et si on considère la défaillance à étudier, l'arrêt de production, la cause de coupure de courant devient une cause extrinsèque. Quand ce n'est pas lié directement au système étudié qui est la ligne de production. Donc, si on veut parler de la catégorie de causes, on peut citer des causes intrinsèques ou extrinsèques, dépendamment de la phase pendant laquelle la défaillance a eu lieu, voilà, la cause a eu lieu, et on peut faire la différence entre une défaillance première et une défaillance seconde, voilà, une défaillance secondaire qui est une conséquence d'une autre défaillance. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire sur la catégorisation des défaillances selon leur cause. Oui, Amine. Question? D'accord, c'est bon. Oui. Non, c'est bon. Pour la deuxième catégorisation, c'est la position de la défaillance dans le cycle de vie de l'équipement. Qu'est-ce que ça veut dire un cycle de vie? Un cycle de vie commence dans l'entreprise par la mise en route, la première mise en route, la date de la première mise en route, et se termine par ce qu'on appelle la date de déclassement. Entre ces deux dates, on a trois phases principales. On a la phase de jeunesse, la phase de maturité et la phase du vieillissement. Quel que soit l'équipement considéré, on a forcément ces trois phases. Si on a une défaillance qui a lieu pendant la période de jeunesse, on va appeler cette défaillance une défaillance, on va catégoriser, on va
On va, qu'est-ce que je crois? On va quoi? Classifié. Les Classé, مش classé. ما لقيتهاش كلمة. classe B. Bien, on va catégoriser pour le moment bah, jusqu'à le mot que je cherchais. Cette défaillance comme précoce. D'accord? Une défaillance précoce, c'est une défaillance qui a eu lieu pendant la période de jeunesse de l'équipement. Une défaillance qui a eu lieu pendant la dernière période du cycle de vie de l'équipement, c'est-à-dire pendant la période de vieillissement, ça s'appelle une défaillance d'usure. C'est comme son nom l'indique, c'est une défaillance liée à l'âge de l'équipement. Pour les défaillances qui ont lieu pendant la période qu'on appelle de maturité, on appelle ça des défaillances aléatoires. C'est quoi la période de maturité en fait? C'est la période d'exploitation du bien pour la production nominale. C'est la période pour laquelle le bien il est utilisé avec 100% de ses capacités. Et pendant cette période, on est censé, voilà, on souhaite ne jamais avoir de défaillance. Tout ce qu'on fait pendant la période de maturité, c'est pour diminuer la probabilité de défaillance. C'est la période d'exploitation maximale du bien. C'est la période de maturité liée à l'intermédiaire, la verte ici. Le calèche, c'est vert déjà. Et les défaillances qui ont lieu pendant la période de maturité, on les appelle des défaillances aléatoires parce qu'elles sont des défaillances qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont avoir lieu et on cherche à les éviter au maximum. On cherche toujours à avoir un taux de défaillance ou une probabilité de défaillance proche de 0. On va voir ça lorsqu'on va étudier les lois de probabilité pour la fiabilité surtout. Donc, l'année, on a 3 phases, jeunesse. Et dans ce cas, si on a des défaillances pendant la période de jeunesse, on appelle ces défaillances des défaillances précoces, prématurées en état. Si on a des défaillances pendant la période d'exploitation maximale ou de maturité, on appelle ces défaillances des défaillances aléatoires. Et pendant la période de vieillissement, ça s'appelle aussi période d'obsolescence, on appelle les défaillances pendant cette période-là des défaillances d'usure. On les caractérise de défaillances d'usure. D'accord? Et vous pouvez poser la question pourquoi on peut avoir de défaillance pendant la période de jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Loi normale. Madame, normalement, le cycle de vie d'une machine, une machine, elle suit la loi normale. Ce n'est pas la machine qui suit la loi normale, ce sont les défaillances qui suivent la loi normale et pas toujours. On va voir ça. D'accord? Ce n'est pas une loi de probabilité du cycle de vie. C'est comment on représente les différentes phases du cycle de vie d'un équipement. C'est-à-dire quoi? La courbe, ça s'appelle une courbe en baignoire. Elle a la forme d'une baignoire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Alors, on a représenté quoi? On a représenté le taux ou la probabilité de défaillance en fonction du temps. Et si la question que je m'attendais à entendre ici, c'est pourquoi, lorsque j'ai une nouvelle machine qui a été mise en service récemment, pourquoi on a une probabilité de défaillance très élevée, à t égale à 1 heure ou à 2 heures? Pourquoi on a un taux élevé de défaillance pendant la période de jeunesse? Parce qu'elle est en cours d'adaptation. Parce que elle est en cours d'adaptation. Ça peut être une période d'adaptation, très bien. Qu'est-ce que peut être d'autre? Ça peut être des fois de montage non formé, madame. Ça peut être le montage, l'essai après montage. Ça peut être les périodes d'essai après montage. Ça peut être la période de formation du personnel en attendant la familiarisation avec le matériel. C'est une période de vérification aussi. Est-ce que l'installation a été bien faite? Est-ce que le produit il est conforme au cahier, l'équipement, il est conforme au cahier de charge lancé ou envoyé au constructeur ou pas, etc. C'est une période de réception si vous voulez. D'accord? L'idéal maintenant, c'est d'avoir une chute instantanée, c'est-à-dire dès la mise en route, on a un taux de défaillance nul. C'est-à-dire j'ai le bon fonctionnement en temps réel. Juste je presse le bouton de mise en marche et j'ai le bon fonctionnement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une période quasi nulle entre
le T égale à 0 et le début de la période de maturité. D'accord? D'accord? Oui, d'accord. Pour le vieillissement maintenant, la période de vieillissement, je peux avoir deux cas de figure. Je peux avoir une fin de la durée de maturité et juste à la fin de la durée de maturité, j'ai la courbe verticale. Je n'ai pas de période de vieillissement. Ou bien j'ai un équipement qui fonctionne avec des compétences, des caractéristiques maximales, ou bien je n'utilise pas cet équipement-là. Et on peut avoir des équipements avec des performances dégradées ou des performances qui diminuent au cours de temps jusqu'à avoir un taux de défaillance d'usure inacceptable. Ce taux, généralement, c'est considéré comme 20% de la valeur du bien, mais on va discuter les valeurs lorsqu'on parlera des coûts, mais on fixe un seuil, un pourcentage. Lorsqu'on atteint ce seuil-là, on doit arrêter l'utilisation de cet équipement-là. Donc, on peut avoir une période importante pour l'utilisation des équipements après la fin de la durée de maturité, ou là, on peut avoir un arrêt instantané. Quand on remarque qu'il y a des défaillances d'usure, on arrête l'utilisation de cet équipement-là. Donc, ça dépend de la politique de l'entreprise. Ce qui est commun pour toutes les entreprises et pour tous les équipements, c'est qu'on a 3 phases et qu'on a 3 types de défaillances précoces, aléatoires et usure. Voilà, d'usure. D'accord? Voilà la deuxième catégorisation. Donc, on peut classifier les défaillances selon la période d'occurrence dans le cycle de vie des équipements. Pour le moment, il y a aussi le moment d'occurrence. C'est-à-dire quoi le moment d'occurrence? C'est-à-dire, est-ce que j'ai eu la défaillance pendant le fonctionnement ou pendant la période d'arrêt? Les répercussions ne sont pas les mêmes. On peut aussi classifier les défaillances selon ce critère-là. On peut aussi avoir un classement selon l'emplacement de la défaillance. C'est-à-dire un atelier où il y a 10 équipements. Est-ce que l'équipement défaillant est au milieu ou au début de l'atelier? C'est pour des raisons d'accessibilité, par exemple. D'accord? Donc, selon l'emplacement, que ce soit l'emplacement dans le temps ou dans l'espace. Le plus utilisé, c'est l'emplacement dans le temps. À la durée de vie. D'accord? Pour le troisième critère de classement, c'est ce qu'on peut appeler le degré de gravité ou le degré de la conséquence de la défaillance. Je peux avoir une défaillance partielle ou une défaillance complète. Partielle, c'est-à-dire ça affecte en partie le fonctionnement du système. Complète, c'est une panne, c'est-à-dire ça cause l'arrêt du fonctionnement, une perte complète de la fonction requise. Ou encore, je peux avoir une défaillance intermittente. Qu'est-ce que ça veut dire intermittente? C'est-à-dire, j'ai la défaillance et sans intervention, je récupère le fonctionnement et on peut avoir de nouveau cette défaillance-là. Donc, un fonctionnement intermittent, c'est-à-dire qui disparaît sans intervention corrective. Donc, ou bien partielle, une défaillance partielle, complète ou intermittente, selon son degré. Quatrième classification, selon ce qu'on appelle la vitesse d'apparition. Je peux avoir une défaillance soudaine, c'est-à-dire il n'y avait pas une prévision d'avoir cette défaillance-là. Elle a une défaillance progressive, c'est-à-dire il y avait des signes qui me disent que je peux avoir une telle défaillance. C'est en relation avec la maintenance préventive conditionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'un contrôle, elle est systématique encore. Donc, est-ce qu'un contrôle ou des mesures systématiques, un contrôle de l'état du bien m'ont donné des signes ou une estimation de la date d'occurrence de cette défaillance-là. Elle est la plus grave. Est-ce qu'il est plus grave d'avoir une défaillance soudaine ou une défaillance prévisible? Soudaine, c'est plus grave.
Bien sûr, soudain, c'est plus grave même du point de vue sécurité. D'accord? Indemnité, etc. D'accord? Un quatrième critère, c'est la vitesse d'apparition. On peut coupler la vitesse d'apparition et le degré. Là, selon le degré partiel, complète, intermittente, et selon la vitesse d'apparition. On peut avoir un critère qui regroupe les deux, le degré et la vitesse d'apparition. Et dans ce cas, on classifie les défaillances selon deux familles, des défaillances dites catalectiques, c'est-à-dire qui sont à la fois soudaines et complètes, et des défaillances par dégradation qui sont progressives et partielles. Bien sûr, le catalectique, c'est le type de défaillance le plus dangereux et le plus coûteux. D'accord? Elle est à la fois soudaine et complète. C'était imprévisible et en même temps, ça a causé l'arrêt complet du système. Donc, c'est les catégories de défaillance les plus graves et les plus coûteuses. Donc, disons, la probabilité de plus coûteuse est très importante. D'accord? Donc, il y a la cinquième famille, cinquième catégorisation qu'on peut proposer pour les défaillances. Tout à l'heure, nous avons discuté ce qu'on appelle les modes de défaillance et nous avons dit qu'un mode de défaillance, c'est la façon avec laquelle la défaillance s'est manifestée. C'est-à-dire comment j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce système-là. Il y a deux catégorisations des modes de défaillance. Une première catégorisation que vous connaissez tous, c'est-à-dire classer les défaillances en défaillances mécaniques, électroniques, électrotechniques, magnétiques, hydrauliques et thermodynamiques. Et vous avez ici quelques exemples pour chaque type de défaillance. C'est une classification classique que vous connaissez tous. Sinon, on peut avoir une classification selon 5 famille de modes génériques, des modes génériques de défaillance. Comment je vais vous présenter ces modes génériques? Je vais commencer par vous présenter la fonction requise de chaque famille. Je m'entends la fonction requise. Comment je demande au système de fonctionner dans le cas idéal, dans le cas de bon fonctionnement. Ça va être représenté par une courbe verte, juste pour que vous suivez, et je vais présenter la défaillance par une courbe orange pour dire que, pour vous décrire comment le système répond. Donc, on dit deux situations. Une situation voulue, la fonction requise, la fonction que je demande au système, et j'ai la réponse du système, comment le système a fonctionné. Je reviens ici vers l'exemple de sécurité. Donc, lorsque votre camarade a proposé l'exemple d'un système de sécurité qui s'est déclenché involontairement. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé au système? En fait, j'ai demandé que le système ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a rien de grave, mais le système a quand même fonctionné. Donc, la courbe verte, c'est 0. Donc, je demande au système de ne pas fonctionner, et lui, il a un fonctionnement, donc c'est le niveau 1, par exemple. D'accord? Et chaque mode de défaillance a un nom. Je vais vous proposer le nom de chaque mode de défaillance. D'accord? Donc, on commence. On va commencer par la première situation. Si le vert, je vous rappelle, c'est la fonction voulue, c'est écrit devant vous déjà, et la défaillance, c'est la courbe orange. Alors, si je demande au système de rester en fonctionnement, et lui, il s'arrête à un moment donné. Donc, exemple, tout simplement, un arrêt brusque de la ligne de production. Voilà, un système d'éclairage, les lampes sont grillées, une lampe est grillée, voilà. Une voiture qui était en fonctionnement et qui s'arrête brusquement. Donc, on appelle ce mode de défaillance, qu'est-ce qu'on peut l'appeler? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Brusque. Je n'ai le brusque. Ça peut être brusque ou pas brusque, là, mais qu'est-ce qui s'est passé au fonctionnement? Le fonctionnement a été perdu. Oui ou non? Oui. Donc, on peut appeler ce mode de défaillance perte de la fonction. Je demande du système de rester fonctionnel toute la journée, mais à midi, j'ai un arrêt de fonctionnement du système. Donc, ce mode de défaillance qui peut se manifester sous plusieurs formes, on l'appelle une perte de fonction.
Deuxième mode, il y en a qui peut décrire ce mode-là. Qu'est-ce que je demande du système? C'est l'exemple du système de sécurité que vous avez cité. Alors, je demande du système de ne pas fonctionner, mais il y a un fonctionnement qui n'est pas voulu. Donc, à part l'exemple du système de sécurité, comment est-ce que vous pouvez citer un autre exemple? À part le système de sécurité. Bon, madame, la sécurité, ça met en force alarme. C'est pas une chose. Oui, très bien, très bien. Ce sont les fausses alarmes. Ce sont principalement les fausses alarmes, que ce soit un système de sécurité ou autre. Comment on appelle ce mode de défaillance? C'est un fonctionnement involontaire ou encore un fonctionnement intempestif. Peut-être c'est le mot que vous ne connaissez pas, mais le mode, je pense que c'est clair. Le mode, c'est un fonctionnement qui n'est pas demandé, si vous voulez. D'accord? C'est un fonctionnement qu'on appelle intempestif. Troisième mode, qui peut le décrire? Qu'est-ce que je demande au système? Je demande au système Je demande au système de sécurité. Je demande au système. Je demande au système de s'arrêter. Le système reste en marche. Reste en marche. Donc, on demande au système de continuer au fonctionnement, on peut lui demander de s'arrêter, tout simplement. C'est le bouton poussoir, par exemple. Comment on peut appeler ce mode-là? Tout simplement. Qu'est-ce qu'il a fait, le système? Il n'a pas obéi à un ordre. Donc, qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé, tout simplement, qu'est-ce qu'il a refusé? L'ordre. Refus de s'arrêter. Donc, refus de s'arrêter. C'est refus de s'arrêter, tout simplement. D'accord? C'est le mode de refus de s'arrêter. Quatrième mode, on le décrit rapidement. Qu'est-ce qu'on demande au système? On demande au système de fonctionner. De rester non fonctionnel pour un certain temps, puis fonctionner. Qu'est-ce qu'il fait? Il a refusé quoi? Refus de démarrer. Très bien. Il a refusé le démarrage. Donc, c'est refus de démarrer. Dernier mode, c'est le suivant. Je demande au système une différence entre le niveau, les performances de fonctionnement. Je demande au système de fonctionner avec des performances bien déterminées, mais lui, il fonctionne avec des performances inférieures à celles recommandées. Et dans ce cas, on appelle tout simplement ce mode générique de défaillance un fonctionnement dégradé. Donc, pourquoi on appelle ça des modes génériques maintenant? Parce que tout autre mode peut être inclus dans l'une de ces 5 familles. Un exemple que vous pouvez imaginer, vous pourrez certainement l'introduire ou l'inclure dans l'une de ces 5 familles. Vous pouvez essayer avec n'importe quel exemple que vous avez en tête. D'accord? C'est la 6e classification des défaillances selon leur mode observé. Oui. Et bien, vous avez, peut-être c'est pas très clair, mais dans le cours, vous allez être capable de lire ce qui est écrit, les différentes catégorisations que nous avons déjà discutées. Donc, vous avez selon les causes, selon la manifestation, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, selon la nature mécanique, électrique, hydraulique ou autre, selon la vitesse et le caractère de manifestation progressive, soudaine, permanent, fugitif, intermittent. C'est la même chose. Et il y a 2 critères qu'on n'a pas discutés. C'est le critère de l'aptitude à être détecté. Il y a des défaillances qui sont facilement détectées, des défaillances qui ne sont pas facilement détectées, les défaillances internes par exemple. Et ce que nous n'avons pas discuté, c'est les conséquences. Classer les défaillances selon leurs conséquences. Les conséquences d'une défaillance peut être liées à quoi? Peut être liées ou bien à la sécurité des personnes, ou bien à l'état
des équipements, c'est-à-dire est-ce que ça a causé un arrêt ou ça a diminué la durée de disponibilité, par exemple. Et troisième cas de figure, ça peut être lié à la qualité de la production. Et dans les trois cas, on peut avoir des défaillances mineures, des défaillances majeures ou des défaillances critiques. On peut avoir une autre classification de niveau 1, 2, 3. Une défaillance peu grave, très grave, catastrophique, par exemple. Mais dans l'exemple, on a des défaillances mineures, majeures et critiques. Donc, n'importe quelle défaillance peut avoir une description comme mineure, majeure ou critique, et ça peut toucher ou bien la sécurité des personnels en particulier, ou bien la sécurité ou l'état des équipements, ou bien la production. Si on prend par exemple une défaillance qui a causé un dégât permanent sur les équipements, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais récupérer l'équipement suite à cette défaillance-là. On va caractériser cette défaillance de catastrophique ou critique parce qu'on ne peut plus travailler avec ces équipements-là. Si on a, par exemple, dans l'exemple, ce n'est qu'un exemple, c'est-à-dire qu'une autre entreprise peut considérer une immobilisation brève ici. Une immobilisation brève sans dégâts, ici, elle est considérée comme majeure, dans une autre entreprise peut être considérée comme mineure, ou inversement peut être considérée comme catastrophique si on a, par exemple, si on a une commande à livrer au plus tôt, par exemple. Hein? D'accord? Donc, ce qui est à retenir pour ce 7e critère, c'est que les conséquences peuvent être liées ou bien à la sécurité, ou bien à la disponibilité des équipements, ou bien à la production, et peuvent être critiques, majeures ou mineures, voilà, de niveau 1, 2, 3, ou bien peu grave, grave ou très grave. On va avoir plus de détails sur, avec la maintenance. Dans le supply chain, vous allez avoir plus de détails sur l'analyse des niveaux de gravité des interventions dans le cas général, et en particulier, vous pouvez faire l'analogie avec les interventions en maintenance ou les défaillances sur les équipements, le personnel et la production. Le 7e critère, ce sont les conséquences et les niveaux de conséquences. Certaines entreprises regroupent toutes ces caractéristiques ou toutes ces classifications dans des fiches qu'on peut appeler des fiches de défaillance. Ici, vous avez un exemple de fiche de défaillance qui regroupe presque toutes les caractéristiques que nous avons citées. C'est-à-dire, il suffit de cocher le paramètre en relation avec cette défaillance-là. Et bien sûr, on doit ajouter la date, la référence des machines comme toute autre fiche de défaillance. D'accord? DA, c'est pour dire il y a des documents en relation avec la caractérisation. On peut avoir des documents de caractérisation ou description de défaillance pour gagner du temps et garder une traçabilité des défaillances qui ont eu lieu. C'est différent des fiches d'intervention. Hein. C'est autre chose, c'est juste c'est intéressant. Le mot juste, c'est pas pour dire que c'est pas intéressant, mais cette fiche-là a comme objectif la description de la défaillance et non pas de l'intervention. C'est-à-dire, on doit avoir, en plus de cette fiche-là, une fiche d'intervention. On va avoir des exemples de fiches d'intervention aussi dans le cours, dans les séances qui vont venir. D'accord? D'accord. Oui. La dernière partie de cette présentation, c'est juste une description ou une énumération, si vous voulez, de quelques méthodes d'analyse quantitative et qualitative de défaillance. Donc, pour ce cours, on va considérer une méthode pour l'analyse quantitative et une méthode pour l'analyse qualitative. Avant de vous présenter les noms de ces méthodes-là, je vous informe que ça sera l'objectif de présentation pour les prochaines séances. Je ne sais pas si c'est pour la semaine prochaine ou celle d'après. L'essentiel, je vous demande, s'il vous plaît, de vous organiser en 3 groupes. Je vais vous proposer 3 méthodes. En 3 groupes. Pour la semaine prochaine, au moins un groupe. Et pour les semaines d'après, pour présenter
les différentes méthodes d'analyse quantitative et qualitative de défaillance. Je vais vous présenter les méthodes. Je vous laisse la liberté de former de groupes jusqu'à, disons, jusqu'à jeudi. Si je ne reçois aucune proposition d'ici jeudi, je vais proposer moi-même les groupes aléatoires. Hein. Groupe de combien, madame? Groupe de 3 à 4. 3 à 4, ouais. d'accord? Donc, et là, je préfère des volontaires, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de volontaires, je vais désigner. Bon, je vais attendre jusqu'à jeudi, puis on va voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous exposer rapidement les méthodes. Pour l'analyse quantitative, nous avons choisi la méthode que je suppose que vous connaissez, qui s'appelle le diagramme Pareto ou diagramme ABC ou la méthode 20-80. Donc, ce sera certainement pour la semaine prochaine. Donc, je vous propose d'exposer la méthodologie de cette méthode-là, les objectifs, comment on exploite le diagramme, etc. Et un exemple à la fin, certainement. Pour la méthode d'analyse quantitative Pareto. Pour l'analyse qualitative, je vous propose 2 méthodes. Je propose la méthode AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, kiff la méthodologie, qu'est-ce qu'on veut dire par AMDEC, comment exploiter l'AMDEC, c'est appliqué, quels sont les types d'AMDEC, s'il y a différents types d'AMDEC ici, c'est appliqué à un système, voilà, une machine qui peut élaborer une analyse AMDEC, etc., avec un exemple certainement. Et la deuxième méthode, c'est l'analyse par arbre de défaillance. Ce sont des méthodes d'analyse prévisionnelle. Qui peut me rappeler qu'est-ce que ça veut dire analyse prévisionnelle de défaillance et la différence avec préventive? On a longtemps discuté ça, à part Amin Selemi, pour appeler quelqu'un d'autre. Hein? La différence entre maintenance prévisionnelle et maintenance préventive. On a passé un quart d'heure à discuter ça la dernière semaine. Alors. Mais, lorsqu'on... Oui. Défaillance. L'anticipation de défaillance, Wassim Hadiyashni, préventive ou prévisionnelle? Prévisionnel. Prévisionnel. B. Anticipation, c'est-à-dire que vous connaissez déjà la défaillance, oui ou non? Oui. B. Si on connaît déjà la défaillance à considérer, on parle de maintenance préventive. C'est-à-dire, je cherche ou bien à éviter ou bien à diminuer la probabilité de cette défaillance-là. D'accord? C'est une maintenance préventive. C'est-à-dire, je sais qu'est-ce que je cherche à éviter ou de quelle défaillance je parle. Si je ne sais pas qu'est-ce que je cherche à éviter ou je cherche à déterminer une liste de défaillances à étudier, voilà, à éviter ou à réparer, si on a déjà la panne, on parle de maintenance prévisionnelle. C'est-à-dire une méthodologie pour déterminer, entre autres, une liste de défaillances qui peuvent avoir lieu sur ces systèmes-là. L'Ishikawa, c'est une méthode d'analyse prévisionnelle, de détermination de causes, oui, mais aussi de analyse prévisionnelle. Et surtout, les méthodes les plus utilisées pour une analyse prévisionnelle de défaillance, c'est-à-dire pour déterminer une liste plus ou moins complète de défaillances qui peuvent avoir lieu sur un système, je vous propose pour la semaine d'après, moi la semaine prochaine, la semaine du 2, la 7e semaine, je vous propose une présentation sur l'AMDEC et une présentation sur l'arbre de défaillance. Vous avez le temps pour former le groupe. Ce qui est urgent maintenant pour la semaine prochaine, c'est une présentation pour le diagramme Pareto, pour l'analyse quantitative de défaillance. Et ces 3 méthodes, Pareto, AMDEC et analyse par arbre de défaillance, fera l'objet normalement de la 4e et probablement la 5e séance de notre module gestion de la maintenance industrielle à partir de la semaine prochaine. D'accord? Donc, d'ici jeudi, s'il vous plaît, vous me proposez les groupes. Et si vous m'envoyez un mail, je vais vous proposer le plan de la présentation. Ce n'est pas, si vous voulez proposer un plan, c'est tant mieux, mais je peux vous proposer un plan et c'est à vous de présenter la méthode à vos camarades. Oui.
مادام Oui. تو لمديك ناخذوا اكزومبل معناها نحن نعملوا له اناليز امديك que ce soit C'est avant de prendre l'exemple, il faut exposer la méthode, comment on procède pour développer. Vous allez voir que c'est une grille AMDEC. Là, vous pouvez adopter une méthodologie sur un exemple concret. On considère cet exemple-là où les étapes seront présentées sur l'exemple. Ce sera une très bonne idée aussi. D'accord, Ahmed? باهي مادام واضح. باهي. ما لا أنت تخدمنا الأمديك؟ نخدم امديك مادام وي. باهي هاكا عندنا شكون يعمل الأمديك؟ أحمد سويلمية. باهي شو شكون معاك bien sûr ها؟ باهي. D'accord? وانا تنخدم الباريتو. وأنت تخدم باريتو. معاك شكون ويسي؟ معايا. يقعد لنا l'arbre de défaillance. Arrangez-vous pour l'arbre de défaillance. D'accord? مادام نعطيك جروبي تو ولا وقتاش نبعث لك ميل؟ Par mail, par mail. واضح ميل. باهي نعطيك الصحة. باهي alors on a terminé avec l'objectif du cours de cette séance. On va passer à Henri. Tu es là, Henri? Il a quitté? Oui, madame, je suis là. D'accord. Donc, je vais arrêter. J'ai déjà arrêté la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on passe directement à tes présentations. Normalement, ça ne va pas prendre plus qu'un quart d'heure. Hein? Oui, madame. D'accord. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et te passer la parole pour la présentation. Donc, tu partages la présentation et on va voir si tes camarades auront des questions à te poser. D'accord?